Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui je vais répondre à la question que je vous ai posée la semaine dernière. Pourquoi il y a différents diamètres de pistons sur un étrier de ce type-là, en 6 pistons? Alors déjà, première chose, je suis content parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu, et juste d'ailleurs. Donc ça me fait plaisir d'avoir des gens dans ma communauté qui ont quand même des connaissances techniques qui tiennent la route et qui sont solides. Donc déjà, je vous félicite pour tous ceux qui ont trouvé la réponse. Alors pourquoi on a différents diamètres de pistons? Alors tout simplement, vous allez comprendre très rapidement pour ceux qui n'ont pas trouvé la réponse. Vous voyez, quand on a une plaquette de frein de ce type-là, donc qui est quand même très très grande, ça c'est les plaquettes de frein qui étaient montées sur la 997 qu'on a fait justement les freins de la semaine dernière, donc une vingtaine de centimètres de long. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand votre plaquette de frein elle est en contact avec le disque, vous imaginez que ma main c'est le disque de frein, et puis que, on est en rotation dans ce sens-là, je vais vous faire ça, voilà, on tourne dans ce sens-là, donc l'attaque du freinage il se trouve ici, en bas, parce que vous avez le disque qui tourne comme ça. Donc quand vous allez commencer à freiner, si admettons on avait les trois mêmes pistons, donc même diamètre, ça veut dire que quand on va exercer une pression sur la pédale de frein, on va exercer la même pression partout sur la plaquette. C'est-à-dire on va avoir la même pression en bas, au milieu, en haut, vu qu'on a les mêmes diamètres. On s'imagine qu'on a bien les mêmes diamètres. Alors qu'est-ce qui va se passer? Surtout quand on a une plaquette de cette longueur-là, comme l'attaque du disque elle est là, automatiquement, par l'effet des forces, quand vous allez freiner, la plaquette elle va vouloir faire ça en fait. Vous voyez? Elle va chercher à faire ça, parce que comme son bord d'attaque est là, quand elle vient serrer, elle, ce qu'elle veut faire, voilà, elle attaque ici, et donc elle veut partir en biais, vous voyez, comme ça, elle vient partir de biais. Donc forcément, si j'ai des pressions égales en haut, au milieu et en bas, la plaquette, elle va chercher à se mettre de travers, et déjà, la première chose que ça va provoquer, c'est une usure irrégulière de votre plaquette. C'est-à-dire qu'en fait, elle va s'user, vous voyez, si j'exagère, elle va s'user en biseau. Alors ça, c'est le premier point. Donc, usure irrégulière. Deuxième point, vous comprenez tout de suite qu'on ne va pas avoir une pression uniforme de la plaquette sur le disque. Parce que du fait qu'elle va se mettre comme ça, on va avoir plus de pression en bas, moins en haut, donc on perd de l'efficacité de freinage. Troisième point qui n'est pas bon, c'est qu'on va avoir un mauvais feeling à la pédale. Parce que si vous voulez, vous avez des efforts qui se mettent en contrainte comme ça, et puis ce n'est pas ce qu'on veut, et donc à la pédale, on a un feeling qui est moins bon. Alors, le système qu'on a trouvé, il y a plusieurs systèmes différents. Là, sur ce type de montage-là, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On met un diamètre plus grand de piston en haut, un diamètre intermédiaire au milieu et un plus petit en bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on a un plus grand en haut par les effets de pression, on exerce une force plus importante en haut, une force intermédiaire au milieu et une force plus faible en bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme la plaquette elle cherche à faire comme ça et qu'on a une pression plus forte en haut au niveau de l'étrier, on vient redresser la plaquette. Vous voyez? En fait, on vient contrer la force, tout simplement. Parce que comme là, en fait, si vous voulez, on va avoir une force dans ce sens-là qui va être plus importante que celle d'en bas. La plaquette va faire ça. Et bien, du coup, on va exercer une force plus importante en haut avec le piston qui est plus gros. Et du coup, on vient redresser la plaquette. Donc, on vient limiter l'usure. Enfin, on limite complètement l'usure en biais, si vous voulez. Donc, on a une usure uniforme. Et surtout, on a une pression uniforme de la plaquette sur le disque sur toute sa surface. Et c'est ça qui est important parce que c'est ça. Ça ne servira à rien, si vous voulez, d'avoir des étriers aussi gros que ça pour avoir une plaquette qui se met de biais et en fait avoir un effort que sur la partie inférieure de la plaquette. Donc, ça serait complètement inutile. On perdrait totalement l'efficacité d'un type d'étrier comme ça. Donc, voilà en fait la raison pourquoi en fait, on vient mettre des pistons de taille différente. Alors sur les étriers de frein de Porsche, vous voyez, on a ce montage-là avec des diamètres de pistons qui sont différents. Ça, c'est un étrier, vous voyez, de Maserati, donc ils ont opté pour la même solution. Vous voyez bien, là, on a un piston plus petit, on a un intermédiaire, un plus gros. Alors sur des grands étriers comme ça, il y a d'autres types de montages, comme sur l'Audi RS4 que j'ai dans l'atelier à l'autre côté. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a évoqué dans les commentaires. La solution qu'ils ont opté chez Audi, c'est qu'en fait, ils ont fait un montage multi-plaquettes. Alors pourquoi multiplaquette? Parce que ça permet de diminuer en fait la longueur de la plaquette. Parce que là, vous comprenez que plus la plaquette est longue, plus elle va faire un bras de levier important. Alors que si vous coupez par exemple la plaquette en 3 petits morceaux, vous avez un piston par plaquette. Et du coup, là, vous pouvez conserver les mêmes diamètres de piston. Parce que si vous voulez, vous n'avez pas le phénomène de bras de levier de la plaquette. Vous avez une petite plaquette à chaque fois avec les pistons qui viennent pousser dessus indépendamment des autres. Donc ça, c'est une autre façon de contrer justement ces phénomènes-là et d'avoir un feeling à la pédale qui soit bon et une répartition de la charge sur le disque qui soit bonne aussi.
Donc après, bah, il y a des avantages et des inconvénients. Là, si vous voulez, au montage, ça ne nous fait qu'une plaquette, alors que sur l'Audi, eh bien, on se retrouve avec plusieurs plaquettes à monter. Mais bon, dans les deux cas, voilà, il y a des solutions techniques différentes. Alors là, je vais prendre comme exemple un autre étrier de frein donc, qui est monté sur les Porsche. Donc ça, c'est les étriers de frein qui sont montés sur les 3 litres SC. Donc là, on a juste un double piston. Donc, il y a une particularité quand même pour justement ces phénomènes d'usure en biais et d'attaque de la plaquette au niveau du piston. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous faire voir ça de plus près. Alors, qu'est-ce qu'ils ont opté comme solution sur ces fameux étriers? Eh bien, si vous regardez bien ici, au niveau de mon doigt, vous voyez, là, il y a la partie d'appui là qui fait une demi-lune. Et vous voyez, il y a une partie qui est plus basse. Vous voyez, là, celle-ci, elle a un décroché. On le voit bien là, le décroché. Eh bien là, ils ont opté pour ce décroché-là. Et en fait, ça, c'est le côté d'attaque, si vous voulez, du disque, dans le sens de rotation, comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient avoir un effort plus important ici et moins au début de la plaquette parce que, bien, en fait, on n'a pas d'appui. En fait, on vient contrebalancer le basculement de la plaquette. Donc ça, c'est un système chez Porsche qui a été, voilà, qu'ils ont mis au point justement pour éviter ces problèmes d'attaque et d'usure irrégulière. Alors attention, parce que si effectivement, vous voyez ce système-là, eh bien, il est mal monté, que vous inversez en fait le piston, parce que j'ai déjà eu des cas sur des autos qui avaient des efficacités de freinage qui n'étaient pas bonnes, et on se retrouve avec les plaquettes, bah, du coup, qui sont complètement usées de travers, parce que bah, si vous inversez le système, là, vous faites tout le contraire en fait. Donc vous allez complètement bouffer la plaquette. Et en plus, vous n'allez pas avoir d'efficacité de pédale parce que la répartition de la charge n'est pas bonne. Attention, au sens de montage. Donc, vous voyez, sur les freins, il peut y avoir des particularités. Donc, ça, vous voyez, là, c'est une particularité qu'on peut avoir sur les étriers de frein. Mais il y a d'autres particularités aussi qu'on peut avoir, c'est sur la plaquette directement. Qu'est-ce qu'on a comme montage particulier aussi sur les plaquettes de frein? Sur les choses sur lesquelles il faut faire attention. Donc, pour exemple, là, j'ai un jeu de plaquettes ici. Vous voyez, un jeu de plaquettes standard, hein, je ne sais même pas sur quoi c'est monté comme véhicule, ça à la base, je ne sais pas d'ailleurs. Donc, alors quand on regarde les plaquettes de frein, alors sur celle-ci, c'est moins flagrant que d'autres, vous voyez, bon, une plaquette de frein neuve, vous voyez, il y a un chanfrein de chaque côté, sur l'attaque de la plaquette. Alors, il y a certaines plaquettes où en fait, il va y avoir deux chanfreins comme ici, mais d'un côté, vous allez avoir un chanfrein qui est beaucoup plus prononcé. Alors ça veut dire que le chanfrein qui est le plus prononcé, c'est le bord d'attaque, toujours dans le sens de rotation. Et justement, alors ça, là c'est pour éviter, alors pour répartir aussi la charge, et surtout pour éviter aussi des phénomènes de bruit au freinage et d'efficacité. Alors quand vous voyez une plaquette qui a un chanfrein que d'un côté et pas de l'autre, et que vous avez la possibilité de la mettre dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours le côté chanfreiné qui est sur le bord d'attaque. Alors il y a d'autres aussi types de plaquettes sur la partie arrière, et vous allez voir aussi, ils ont fait sur la partie qui fait l'isolation thermique et pour le bruit, et bien là vous avez une partie qui est échancrée. Comme en fait vous avez le négatif de ce qu'il y a sur l'étrier de la Porsche, et bien vous l'avez là. Et bien c'est pour exactement le même principe que sur l'étrier de Porsche, sauf qu'il est sur la plaquette. Et là, il faut faire attention parce que moi, j'ai déjà eu des cas en fait où il y avait des bruits au freinage et des choses comme ça parce que bah, les gens qui ont monté les plaquettes, ils n'ont pas fait attention et on peut les mettre d'un sens ou dans l'autre. Et justement, cette fameuse échancrure au niveau de la plaque anti-bruit, elle n'était pas montée dans le bon sens. Et puis bah, là, ça provoque des problèmes d'efficacité et de bruit au freinage. De toute façon, là, sur cette doc-là, eh bien, je vais vous mettre dans la description les liens d'une documentation Ferrodo où ils expliquent ce que je viens de vous dire sur ces fameux sens de rotation des plaquettes. Parce qu'il y a des plaquettes aussi qui ont une flèche et qui vous donnent le sens de la rotation. Il faut faire attention parce que chaque système de freinage peut avoir une particularité différente. Chaque constructeur peut avoir opté pour des solutions complètement différentes des unes des autres, mais en fait pour résoudre les mêmes problèmes. Vous voyez là, comme là, on a des étriers 6 pistons avec 3 pistons de taille différente. On se retrouve aussi avec des étriers 6 pistons avec des plaquettes indépendantes. On avait ce système-là chez Porsche où, bien, vous voyez, ils ont fait une forme spécifique sur le piston pour aller contrer cette fameuse attaque de plaquettes. Après, vous avez d'autres constructeurs où c'est moins important, mais il y a un chanfrein sur la plaquette plus important d'un côté que de l'autre, ou alors il y a un seul chanfrein. Il y a d'autres systèmes où vous avez une échancrure au niveau de l'isolant derrière. Donc vous voyez, comme quoi il faut faire attention quand on fait une intervention sur des systèmes de frein. Il y a des particularités, même sur un simple remplacement de plaquettes. Donc comme je dis souvent, eh bien, quand on a un doute ou qu'on ne sait pas ou qu'on se retrouve confronté à un problème avec un bruit sur un système de freinage ou des choses bizarres, eh bien, il faut déjà commencer par regarder si le montage des plaquettes, tout simplement, eh bien, il est correct. Et si, par exemple, vous voyez, comme sur un système comme ça, vous n'avez pas l'étrier qui est le piston qui serait retourné de 180 degrés, et puis bien là, ça va vous provoquer tout un tas de problèmes, des bruits, une pédale qui n'est pas terrible, une attaque de frein qui n'est pas bonne.
Donc comme je le dis souvent, eh bien, quand on ne sait pas et qu'on a des doutes, eh bien, le manuel de réparation, et souvent on va trouver ces informations. Et comme je viens de vous dire, je vous mets les liens dans la description de la petite brochure Ferrodo. Et pour ceux qui s'intéressent, vous allez voir, tout est expliqué et c'est bien fait. Et bien voilà pour la réponse pour ces fameuses différences de diamètre d'étrier de frein. Donc j'espère que j'aurai apporté des réponses à certains. Donc comme je vous l'ai dit, je suis content de me rendre compte qu'il y a des gens qui avaient cette connaissance-là et qui le savaient. Vous avez été plusieurs dans les commentaires. Alors j'ai pas regardé, mais je vous lis. De toute façon, je lis les commentaires. Et bien tous ceux qui ont trouvé, je vous félicite. Bravo. Et maintenant, on va revenir sur un point sur la vidéo de vendredi dernier, sur lequel j'ai parlé des hauteurs de chemise. Alors je reviens sur ces fameuses hauteurs de chemise. Vous avez été plusieurs dans les commentaires à poser la question pourquoi il fallait mettre les chemises en décalé, vous voyez, en marche d'escalier comme ça, alors que moi effectivement j'ai dit que j'allais les mettre toutes à la même hauteur. Donc j'ai Bruno Blanchard qui a relevé dans les commentaires en disant qu'il fallait que je les mette bien en escalier parce que c'était pour un phénomène où on a la pompe à eau d'un côté et on a le dernier cylindre qui lui est moins bien alimenté en eau et ça peut créer un point chaud. Et moi, j'ai dit que j'allais les mettre toutes à la même hauteur. Alors déjà, on va commencer donc, dans le manuel de chez Renault, dans plusieurs manuels de chez Renault. Pourquoi, en fait, il faut les mettre en escalier. Je vais vous illustrer ça avec des petites cales que j'ai là. Donc, j'espère que vous allez bien voir. De toute façon, je vous mettrai en insert des exemples avec des hauteurs de chemise différentes au fur et à mesure que je vais expliquer pour que vous cerniez bien le problème. On va dire qu'on a 3 chemises avec des hauteurs complètement différentes. Donc là, j'ai forcé les choses. Vous voyez, j'ai 3 mm de différence entre chaque. Vous voyez là, si je les mets l'un à côté de l'autre, alors j'espère que vous allez voir. Vous voyez là, ça fait bien un dégradé en escalier, comme ça. Alors donc dans le manuel, effectivement, d'ailleurs, je vais vous lire ce qui est cité dans ce fameux manuel. Moteur tout type. Il parle des moteurs, c'est ceux-là. Donc, positionnez les chemises de manière que l'écart de dépassement entre deux chemises voisines au maximum de 4 centièmes. Donc déjà, ils nous disent qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 4 centièmes de différence entre les deux chemises voisines. D'accord? Pas plus de 4 centièmes. Dans la tolérance pour le dépassement soit en dégradé du cylindre numéro 1 au cylindre numéro 4 ou vice-versa. Donc, ce qu'ils nous disent clairement dans le manuel, ça veut dire qu'ils nous disent il faut qu'on fasse un dégradé, il ne faut pas qu'il y ait plus de 4 centièmes entre chaque chemise, et il faut que ça soit dans un sens ou soit dans l'autre. Alors, la raison première de faire ça, je vais vous expliquer. Tout simplement, si, admettons, on part dans un cas de figure, j'ai une chemise ici qui est très haute, d'accord? Celle-ci, voilà, on va dire que là, on va partir. Celle-ci on va partir sur les chiffres que j'ai devant moi, comme ça sera plus simple. Celle-ci fait 23 mm, on va partir sur ces hauteurs-là. Celle-ci, on va dire que je mets la 17 mm ici, je vais mettre la 14 mm ici, et je vais mettre la 20 mm ici. Vous voyez, on va dire qu'on fait ça. Donc si on fait ça et qu'on prend un réglé à côté, qu'est-ce qui se passe? Si je pose ici, vous voyez là que mes deux chemises du centre, elles ne touchent pas. Je vous mettrai une image pour que ça soit plus clair pour vous. Vous voyez, elles ne touchent pas. Donc là, on va avoir un souci de pression en fait au niveau de ces deux chemises au milieu. Parce qu'en fait, on a les deux de chaque côté qui sont plus hautes. Donc là, vous voyez, il n'y a rien à faire. Celle du milieu, on ne pourra pas appuyer dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande dans le manuel? Tout simplement, on va mettre la 23 ici. On va mettre la 20 ici. On va mettre la 17 ici et la 14 ici. Donc, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Là, floup, voilà. Vous voyez ce qui se passe? Donc, alors, c'est exagéré. Là, vous voyez, ils nous disent pas plus de 4 centièmes entre les deux. Mais automatiquement, ce qui se passe, on vient en appui sur les 4. Pardon, ça c'est tombé. Vous voyez, on vient en appui sur les 4. Ce qu'ils nous demandent de faire, c'est ça. C'est pour en fait qu'on ait un appui uniforme sur les chemises. Alors vous allez me dire, ouais, c'est en biais, mais on aura un appui uniforme. Alors il nous dit soit dans ce sens-là, ou dans l'autre. Vous voyez, alors ça c'est la raison première en fait. Pourquoi il faut les mettre en dégradé? C'est pour qu'on ait une pression uniforme. Parce que comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, je vais vous remettre les deux images entre un dégradé, la façon dont il faut les mettre, et la façon dont il ne faut pas le faire quand on va avoir une qui est plus basse que l'autre. Et qu'on se retrouve avec deux plus hautes de chaque côté. Donc là, vous comprenez que voilà, là, celle du milieu, il n'y aura pas d'appui dessus, et là, on va avoir des problèmes. Alors, dans les commentaires, il y a Bruno Blanchard qui a dit, oui, alors en fait, nous avait dit qu'il faut mettre celle qui est le plus loin de la pompe à eau, la plus haute. Donc, alors effectivement, il n'en parle pas dans les manuels. Donc, alors moi, j'ai jamais vraiment eu connaissance de ça. Effectivement, ça crée un point chaud. Alors, est-ce que le fait que, si admettons, vous avez des différences de 1 centième
C'est ce qu'on cherche à faire, hein, c'est d'avoir le moins de différence possible. Hein. Je vous donne un exemple, vous allez avoir une à 4 centièmes, 4 centièmes, vous pouvez avoir 3 centièmes, 3 centièmes. Bon, le centième de différence, il ne va pas apporter grand-chose. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'on soit le plus proche possible les unes des autres. Dans le meilleur des cas, c'est d'avoir tout le monde à la même hauteur. Alors, bon, ça m'a quand même interpellé, hein, ça m'a travaillé un petit peu, cette histoire de Bruno Blanchard. Là. Donc, j'ai appelé, j'ai rappelé des gens qui ont fait beaucoup plus de préparation moteur que moi, qui ont fait beaucoup plus de moteur que moi. Et j'ai reposé la fameuse question, qu'est-ce que tu penses du fait du dégradé et est-ce qu'il faut effectivement le mettre derrière? Alors la réponse, elle a été très claire, il m'a dit tu t'occupes pas de cette histoire de dégradé, tu mets les 4 chemises à la même hauteur. Ce qu'on veut, c'est que ça soit uniforme, parce que ce qu'on veut, c'est un serrage uniforme. Le dégradé qu'ils nous demandent dans le manuel, c'est parce que les intervenants qui faisaient à l'époque, ils n'allaient pas s'amuser à chaque fois. Alors moi je le fais, mais ils n'allaient pas s'amuser comme moi à chaque fois, aller rectifier le bloc, refaire la portée, reprendre les chemises et tout, parce que les chemises, il pouvait y avoir des différences dans le bloc et tout, donc il fallait faire en sorte de prendre les chemises, les tester une par une, et puis après les remettre dans le bon ordre pour avoir un dégradé, pour avoir un appui de chemise, comme je viens de vous l'expliquer, uniforme sur toute la longueur, et pas aller m'en mettre une plus basse au milieu entre les deux. Voilà ce qu'ils nous demandaient de faire. Parce que tout le monde n'allait pas s'amuser à rectifier. Et j'ai reposé aussi la question à quelqu'un qui fait de la préparation donc sur des 5 turbos, hein, qui est connu, que je connais. Je lui ai reposé la même question, il a eu une réponse directe et affirmative. Il m'a dit non, il m'a dit tu mets tout à la même hauteur. Il dit voilà, hein, il dit c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est pas à la portée de tout le monde, je conçois et je le comprends. Donc ça veut dire que là, moi, comme je vous ai dit, je vais dresser mon bloc et je vais mettre mes 4 chemises pile dans le centième à la même hauteur. Donc on sera exactement à la même hauteur sur les 4 chemises et dans la bonne valeur de dépassement. Et on va monter avec le joint de culasse qu'il faut et on va faire un serrage uniforme partout. Et donc on va plaquer partout. Alors c'est ce que je vous dis, hein, si je viens mettre 1 centième de plus de dépassement ou 2 centièmes de plus sur la chemise qui est au fond, c'est pas ça qui va faire que ça va, que le joint de culasse il va bouger ou quoi. Hein. On le sait, il y aura toujours un point chaud. D'ailleurs, pour la petite histoire, sur les moteurs de 5 turbos qui étaient préparés à l'époque, un Tour de Corse et compagnie, hein, et production, il montait 2 pompes à eau hein, pour supprimer ces phénomènes-là. Mais là, on montait dans des puissances assez élevées. Donc en fait, il y avait une pompe à eau d'un côté, une pompe à eau de l'autre, pour maximiser en fait la circulation d'eau dans le bloc moteur, pour justement éliminer ce phénomène de point chaud à l'arrière. Mais là, on parle sur des voitures de course où les moteurs étaient extrêmement poussés. Donc dans notre cas, à nous, le moteur, il ne va pas être poussé. Ce qui est important, et ce que je vous dis, c'est qu'on ait les bons dépachements de chemise, qu'ils soient tous égaux, et qu'on ait un serrage comme il faut, qui soit bien effectué sur la culasse. Et logiquement, ça ne posera aucun problème. Voilà pour la réponse. Alors il me semblait important de revenir sur ces fameuses hauteurs de chemise. Et vous voyez, même moi, en ayant vu ces commentaires-là, et en ayant le message de Bruno, bon, ça m'a quand même tarabusté, vous voyez, ça m'a fait me poser des questions, me remettre en question sur ce que je faisais. Donc, alors j'en étais sûr, hein, mais je suis quand même revenu à la source en reposant les questions à des gens qui ont préparé beaucoup de moteurs de ce type-là, qui en ont monté des dizaines et des dizaines, donc quelqu'un que je connais beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Et je l'ai eu au téléphone ne serait-ce que ce matin pour ça, et il m'a dit clairement, il m'a dit non Gino, ce que tu fais c'est très bien, c'est parfait, j'ai toujours fait comme ça. Il m'a dit que ce soit un moteur de 5 turbos, de 8 gordes, de tout ce que tu veux, il me dit tu mets tes 4 hauteurs de chemise pile poil, hein, dans la bonne tolérance, et tu serres ça comme il faut, et ça ne bougera pas, et j'ai toujours fait comme ça, et ça n'a jamais bougé. Il m'a dit ce qu'il faut surtout, c'est que tes hauteurs de chemise soient toutes identiques et que tu n'aies pas des variables et que tu n'en aies pas une qui soit plus basse que l'autre au milieu, parce qu'il dit là, c'est sûr que tu vas avoir un problème. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas s'amuser à rectifier les chemises, le bloc et tout ça, il faut tenir compte du manuel, c'est-à-dire les mettre en escalier pour avoir une portée uniforme. Et puis, si ça peut vous rassurer, vous pouvez très bien mettre la plus haute au fond du bloc. Mais ce qui est important, c'est que ça soit régulier, qu'il n'y ait pas plus de 4 centièmes et même chercher à avoir le minimum d'écart entre les chemises. Si on a 15 centièmes d'écart, 2 centièmes, c'est mieux. Moins il y a d'écart, mieux ça sera. Plus la pression sera uniforme, moins on va aller travailler sur la culasse. Parce que vous comprenez bien que plus on est en biais, quand on serre, voilà. Donc, important. Donc moi, je peux le faire. Je mets les 4 au niveau et de toute façon, c'est comme ça que je ferai. Eh bien écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Je pense qu'aujourd'hui j'aurai réussi à faire une vidéo courte et puis j'espère vous avoir apporté des informations techniques supplémentaires. Eh bien écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Tchuss!